Une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique se rend sur le site de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia, occupée par les forces russes. C'est le grand retour de la NASA vers la Lune. La fusée la plus puissante jamais mise au point décolle ce lundi. Le président brésilien Jair Bolsonaro et son prédécesseur et rival Lula se sont affrontés dans un premier débat télévisé très attendu. Une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique était en route ce lundi matin vers la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia. L'annonce a été faite par le chef de l'AIEA, Raphaël Grossi. « Nous devons protéger la sécurité de l'Ukraine et de la plus grande centrale d'Europe », a-t-il écrit sur Twitter. Le site est la cible depuis plusieurs semaines de bombardements que Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de mener. Face au risque de fuite radioactive, l'opérateur ukrainien de l'énergie atomique a organisé ces derniers jours des exercices d'évacuation et de simulation en cas d'accident nucléaire. La centrale de Zaporijia, où sont situés 6 des 15 réacteurs du pays, a été prise par les troupes russes début mars, peu après le lancement de l'invasion. Elle est un enjeu crucial de la guerre qui continue sur plusieurs fronts. L'Ukraine reviendra, c'est sûr, la vie reviendra. La dignité des habitants du Donbass sera de retour. La possibilité de vivre reviendra, de vivre en sécurité et dans le bonheur. C'est exactement ce que symbolisera notre drapeau ukrainien lorsque nous l'installerons à Donetsk, Gorlivka, Mariupol, dans toutes les villes du Donbass, dans la région d'Azov, dans toutes les régions sous occupation russe, dans l'oblast de Kharkiv, Zaporijia, Kherson et bien sûr en Crimée. L'Ukraine se souviendra de tout ça. Un discours combatif du président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que la guerre dure depuis 186 jours. Un demi-siècle après Apollo, Artemis 1 s'apprête à prendre le relais. La NASA envoie sur la Lune ce lundi depuis la Floride la fusée la plus puissante jamais construite. Ce baptême de l'air sans astronaute à bord permettra de placer une capsule en orbite autour de la Lune pour s'assurer que les futurs voyageurs soient en sécurité. Depuis très longtemps, notre équipe est enthousiaste à l'idée de faire ce qu'elle fait, de la façon dont elle porte le projet et de sa capacité à retourner sur la Lune pour y envoyer des gens. J'ai été amené à travailler avec nombre d'entre eux qui sont plus jeunes que moi. Je suis là depuis un certain temps, j'ai pu voir leur visage et entendre leur voix et l'enthousiasme qu'ils ont chaque jour. Nous demandons beaucoup de choses pour en arriver là et ils ont fait un travail remarquable. Si la mission marque le retour vers la Lune, l'astre au cœur du projet, c'est Mars. La NASA souhaite à terme tester les technologies nécessaires à l'envoi des premiers humains sur la planète rouge. À un mois de l'élection présidentielle brésilienne, les deux favoris se sont affrontés lors d'un débat télévisé. Le président actuel Jair Bolsonaro a dirigé de nombreuses attaques contre la malhonnêteté de son rival Lula. L'ex-président de gauche avait été emprisonné pendant 1 an et demi pour corruption avant d'être relâché sur décision de la Cour suprême. Votre gouvernement était marqué par la kleptocratie. Il était basé sur le cambriolage. Et ce pillage avait pour but d'obtenir le soutien du Congrès. Pas seulement celui du président Lula, mais du Congrès. Donc rien ne justifie la réponse mensongère que vous avez faite sur la question. Votre gouvernement était le plus corrompu de l'histoire du Brésil. Des accusations rejetées par Lula qui a cependant reconnu publiquement l'existence de corruption au sein du groupe pétrolier Petrobras pendant son mandat. Ce que nous venons d'entendre est inqualifiable. Le président aurait dû être informé que c'est sous notre gouvernement que Petrobras a atteint la taille qu'elle a, avec une capitalisation de 70 milliards de reais, soit près de 14 milliards d'euros. Le président devrait savoir que mon gouvernement a été marqué par la plus grande politique d'inclusion sociale avec le plus de création d'emplois. Lula est pour l'instant donné favori avec 47% des sondages contre 32% pour Jair Bolsonaro. Le Pakistan ravagé par les inondations. Et le bilan est lourd. Depuis le début de la mousson à la mi-juin, plus d'1 millier de Pakistanais ont été tués par ces violentes intempéries.
80 000 hectares de terres agricoles ont été détruits et des millions de personnes se sont retrouvées sans abri, sans nourriture ni eau potable. C'est le cas de ce couple de villageois dans le Baloutchistan au sud du pays, l'une des zones les plus touchées. Leur maison a été submergée par les eaux et il ne leur reste plus rien. Ma maison est inondée, tout est détruit. Je suis très inquiet. Mes enfants ont faim et ils sont malades. Je souffre, que dois-je faire? Je regrette aujourd'hui de l'avoir construite, car maintenant je pense à comment nourrir mes enfants ou construire une autre maison. Mais je n'ai plus de salaire. Au total, près de 33 millions de personnes ont été touchées par les pluies torrentielles, soit un Pakistanais sur 7. Le gouvernement a déployé l'armée comme dans cette province près de la frontière avec l'Afghanistan afin d'évacuer les habitants piégés dans des torrents d'eau. L'état d'urgence a été déclaré par le Premier ministre. J'annonce une aide gouvernementale de 10 milliards de roupies pour la province du Baloutchistan. Les autorités régionales planifieront les opérations de secours. Le bilan pourrait encore s'alourdir en raison des crues des rivières. Le sud du pays se prépare à un nouveau déluge dans les prochains jours. En Pologne, ces bateaux naviguent sur le Dąbie pour l'oxygéner. Ce lac est situé dans le delta du fleuve Oder, un cours d'eau dévasté ces dernières semaines par une pollution sans précédent. Depuis début août, 300 tonnes de poissons morts ont été repêchées. Les autorités polonaises et allemandes estiment que cette catastrophe pourrait être causée par une algue toxique apparue à cause de déversement de déchets industriels. Au Royaume-Uni, les syndicats menacent d'intensifier les grèves alors que le pays est touché par une augmentation brutale des prix. Les salaires ne suivent pas l'inflation qui s'élevait à 10,1% sur un an au mois de juillet. Les prix de l'énergie ne sont pas exemptés, ils devraient augmenter de 80% d'ici octobre. Les secteurs du transport, des écoles et du ramassage des déchets devraient être impactés. Des familles et des voisins en deuil après l'accident de ce samedi. Ici, près de Rotterdam, aux Pays-Bas, un camion a fauché plusieurs personnes qui participaient à une fête de quartier. 6 d'entre elles sont décédées et 7 ont été blessées, laissant ce petit village de 3500 habitants sous le choc. Nous vivons juste à côté et nous avons tous entendu les sirènes. On a regardé sur internet pour voir ce qu'il se passait. On a été très choqués, c'est terrible pour les victimes et aussi pour le conducteur. Il ne l'a sûrement pas fait intentionnellement. C'est terrible. Tout le monde est choqué et dévasté. Il ne se passe jamais rien ici. Il n'y a pas de vol ou de choses graves. Et soudain, quelque chose comme ça arrive. Et tout le monde est en alerte. Tout le monde a été affecté par ce drame. Selon les autorités, le chauffeur du camion immatriculé en Espagne n'a pas été blessé dans l'accident. Il a été placé en garde à vue, mais l'on sait déjà qu'il n'était pas sous l'influence de l'alcool. Une enquête a été ouverte. La sécheresse frappe de plein fouet la France et notamment le sud-ouest au moment où l'énergie hydraulique prend une importance décisive. Ici en Ariège, le niveau du lac a tellement baissé que les responsables du barrage ont dû procéder à des lâchers d'eau un mois plus tôt qu'à l'ordinaire. En juillet, par exemple, le volume libéré depuis les lacs ariégeois est 2 fois supérieur à ce qu'on avait, au maximum qu'on avait fait par le passé. On peut dire aussi que entre le 9 juillet et aujourd'hui, on a libéré plus de 70% des volumes qui sont réservés pour le soutien d'étiage de la Garonne. À Toulouse, au plus fort de la sécheresse, 40% de la Garonne provenait des lâchers d'eau effectués par les gestionnaires des retenues. On appelle ce procédé l'étiage. Il est crucial pour les cours d'eau et pour l'industrie. La première fonction, c'est de maintenir ce qu'on appelle le bon état des rivières. Le bon état des rivières, ça veut dire qu'il faut que la vie soit là, il faut que les hérons trouvent de l'eau, que les poissons qui passent dans la passe à poissons derrière moi aient de l'eau. Donc c'est tenir ce niveau-là. Mais c'est aussi pour des activités industrielles. L'exemple qui est bien connu, c'est qu'il y a besoin d'eau sur une centrale nucléaire comme Golfech. Et donc, il y a besoin qu'on tienne aussi des niveaux. Pour les opérateurs électriques, c'est la double peine.
L'incertitude sur le fait d'avoir ou non assez d'eau pour produire de l'électricité cet hiver surgit au moment de la crise énergétique liée au conflit en Ukraine, et alors que de nombreux réacteurs nucléaires sont à l'arrêt pour maintenance.